Bonjour et bienvenue au cours d'hiver 2021 du CSTC au sujet de la toiture plate et de la révision de la unité 215. Je m'appelle Edwige Noirfalis, je suis chef du laboratoire isolation, étanchéité et toiture. Je suis également ingénieur animateur du comité technique étanchéité et toiture plate. La unité 215, que vous pouvez trouver sur notre site web, a été publiée en 2000. Entre-temps, quelques changements ont pu être observés, que ce soit au niveau normatif, réglementaire, mais également au niveau des matériaux et techniques, ce qui nous a amené à revoir complètement le document avec un groupe de travail. Si on observe la structure du document actuel et la structure du document révisé, on peut déjà voir quelques changements. Des changements de titre, mais également l'ajout de certains chapitres et bien entendu, certains changements au niveau du contenu de ces chapitres. Le but du cours d'hiver est de décrire les principaux changements que vous allez trouver dans la version révisée de la unité. Voici donc le contenu de ce cours. Le premier chapitre détaille les compositions de toiture. Le second décrit les aspects liés au pare-vapeur. Un troisième chapitre traite de la rénovation. Un quatrième des aspects environnementaux et un cinquième de la pathologie. Le premier chapitre fait l'objet de la première partie du cours d'hiver. Les chapitres 2 et 3 constituent la partie 2 et les chapitres 4 et 5 la troisième partie. Je commence donc avec les compositions de toiture. Je vais commencer par rappeler ce qu'est une toiture plate, avec principalement la différence entre une toiture inclinée et une toiture plate. La toiture inclinée est recouverte d'une couverture de toiture, c'est-à-dire d'éléments en écaille qui se recouvrent et forment une barrière à la pluie, tandis que la toiture plate est recouverte d'une étanchéité de toiture, une étanchéité continue avec les joints étanches également, donc vraiment une couche étanche à l'eau. Pour qu'une toiture inclinée fonctionne, il faut une pente minimale, en général d'au moins 30%, mais cela dépend du système, tandis qu'une toiture plate est possible pour toutes les pentes à partir de 2%. Dans une toiture inclinée, la couverture sera perméable à l'air et à la vapeur et sera combinée à une étanchéité à l'air qui se trouve du côté chaud de l'isolation et une sous-toiture perméable à la vapeur. Dans le cas de la toiture plate, l'étanchéité de la toiture est déjà elle-même étanche à l'eau, à l'air et à la vapeur, et le pare-vapeur sera posé du côté chaud de l'isolation et il forme également l'étanchéité à l'air. On a donc deux types de toitures très différents avec des comportements hygrothermiques très différents. Le chapitre 3 de la unité 215 décrit les compositions de toiture et fait la distinction entre la toiture chaude, la toiture inversée et puis différents types de compositions de toiture à déconseiller. Si on examine la structure du chapitre 3 de la version révisée de la unité, on a une distinction entre trois catégories. Les compositions de toiture classiques, éprouvées, les compositions techniquement inacceptables et ensuite les compositions qui nécessitent une attention particulière. Je vais maintenant décrire en détail chacune de ces compositions. Une première composition classique éprouvée est la toiture chaude. Dans une toiture chaude, on va retrouver de bas en haut le support, la forme de pente, le pare-vapeur éventuel, l'isolation, l'étanchéité et puis éventuellement un lestage. Le support de la toiture est donc protégé des variations importantes de température par la présence de l'isolation thermique. L'étanchéité, par contre, qui se trouve à l'extérieur par rapport à l'isolation thermique, sera plus sollicitée thermiquement qu'en toiture non isolée. J'ai indiqué la présence d'un pare-vapeur éventuel. Cela va m'amener à faire une petite parenthèse au sujet du pare-vapeur avant de poursuivre. Le pare-vapeur a pour fonction principale d'éviter que la quantité de condensation interne devienne inadmissible suite à la convection ou à la diffusion de vapeur d'eau, c'est-à-dire suite au transport de vapeur
par un mécanisme de convection. La convection, donc ce sont les courants de convection d'air au travers de matériaux non étanches à l'air ou de discontinuité qui provoquent des fuites d'air. C'est donc un phénomène plus rapide et qui implique des quantités plus importantes d'humidité et auquel on peut remédier en réalisant l'étanchéité à l'air de l'enveloppe. Le mécanisme de diffusion de vapeur d'eau est donc le transfert d'humidité au travers de matériaux perméables à la vapeur suite à une différence de pression de vapeur, c'est-à-dire une différence de température et d'humidité relative entre l'intérieur et l'extérieur. C'est un phénomène plus lent et qui implique des quantités moindres et auquel on peut remédier en prévoyant un pare-vapeur. L'air contient une certaine quantité d'humidité qui est plus importante dans l'air chaud. L'air chaud peut contenir plus d'humidité que l'air froid. Qu'est-ce qui va provoquer la condensation? Eh bien, c'est l'entrée en contact de cet air chaud et humide avec une surface froide et étanche à la vapeur qui va faire donc que l'humidité va se condenser le long de cette surface. Le but donc en toiture plate est d'éviter que l'air chaud et humide intérieur traverse l'isolation et atteigne l'étanchéité et s'y condense. C'est pour cela qu'on va prévoir un pare-vapeur qui sera appliqué du côté chaud, généralement donc du côté intérieur, de l'isolation thermique. Une deuxième composition de toiture classique éprouvée est la toiture inversée. La différence par rapport à une toiture chaude est que l'isolation thermique se trouve à l'extérieur, donc au-dessus de l'étanchéité. On va donc retrouver de bas en haut le support, la forme de pente, l'étanchéité, une isolation et puis un filtre et une couche de lestage. Dans ce cas-ci, tant le support que l'étanchéité seront protégés des variations de température par l'isolation thermique. Tous les types d'isolation ne conviennent pas à cet usage, puisque l'isolation est exposée à l'humidité. Il faut donc un matériau qui absorbe très peu d'humidité, ce qui est le cas du polystyrène extrudé, XPS, qui est le seul isolant possible en toiture inversée. Pour que le système fonctionne, il faut un lestage perméable à la vapeur pour que l'humidité puisse s'évaporer. Ce système est réservé à une classe de climat intérieur, donc une production d'humidité limitée. Je reviendrai par la suite sur cette notion de classe de climat intérieur. Donc, si on se situe dans le cas d'une classe de climat intérieur 4 ou d'une chambre froide, une étude serait nécessaire pour voir quel est le risque éventuel de condensation. Pour que le système fonctionne, il faut également une résistance thermique suffisante du support, ce qui sera généralement le cas avec un support en béton. Puisque l'isolation se trouve au-dessus de l'étanchéité, une certaine quantité d'eau peut ruisseler entre et sous les panneaux isolants. Comme l'eau est conductrice de chaleur, cela va créer des déperditions thermiques dont on tiendra compte lorsqu'on calculera l'épaisseur d'isolation nécessaire pour atteindre la résistance thermique souhaitée, et qui fait que la pente est d'autant plus importante pour permettre l'évacuation le plus rapidement possible de cette eau qui peut être présente dans la couche d'isolation. Récemment, on voit apparaître un système qui permet de limiter cette quantité d'eau qui va s'infiltrer dans la couche d'isolation et qui consiste à interposer une membrane de type non tissé, de type pare-pluie, entre l'isolation et le lestage pour réduire les infiltrations d'eau tout en permettant l'évaporation de l'eau éventuelle. On a toutefois encore assez peu d'expérience en Belgique avec ce système. Pour limiter les déperditions thermiques dues à la circulation d'eau, on peut opter pour un système de toiture duo, c'est-à-dire une combinaison entre une toiture chaude et une toiture inversée, avec donc une partie de l'isolation en dessous de l'étanchéité et une partie au-dessus, donc avec de l'isolation en polystyrène extrudé. Je vais maintenant décrire les compositions de toiture techniquement inacceptables, à commencer par une composition où l'isolation se trouve sous le support. On a donc une finition intérieure, le pare-vapeur, l'isolation et puis
le support et l'étanchéité au-dessus. Le pare-vapeur, qui se situe toujours du côté chaud de l'isolation, se trouve donc à l'intérieur, en dessous de l'isolation, ce qui rend sa mise en œuvre assez difficile et il est quasi impossible de le mettre en œuvre parfaitement et de s'assurer d'une parfaite continuité. On a également un risque d'endommagement ultérieur, de percement par la pose de spots ou autres lors de l'utilisation du bâtiment. Il y a également une certaine quantité d'humidité de construction du support en béton qui va se retrouver enfermé entre l'étanchéité et le pare-vapeur et qui risque d'être transmise à l'isolation, notamment par le mécanisme de condensation inversée lors de l'ensoleillement de la toiture où l'humidité va migrer vers l'intérieur. Le support qui se situe à l'extérieur par rapport à l'isolation thermique est fortement sollicité thermiquement et risque de se fissurer, mais également d'exercer une pression sur les appuis. On perd également l'avantage de l'inertie thermique du support puisqu'il est situé à l'extérieur de l'isolation et les ponts thermiques sont difficiles à éviter puisque l'isolation des parois sera généralement réalisée par l'extérieur. J'ai parlé de la dilatation thermique du support et de la pression qui peut être exercée sur ses appuis et voici le type de dégâts qui peut en résulter. C'est donc une composition de toiture à éviter. Une seconde composition de toiture fortement déconseillée est une toiture dans laquelle l'isolation se situe sous la forme de pente. Elle se présente donc comme ceci, le support, l'isolation thermique, la forme de pente, l'étanchéité et puis éventuellement un lestage. On a à nouveau un risque d'enfermer de l'humidité de construction, humidité du béton ou de la forme de pente surtout, qui risque d'être transmise à l'isolation avec le mécanisme de condensation inversée. Donc lors de l'ensoleillement de la toiture, l'humidité de la forme de pente va sécher vers l'intérieur et donc se transmettre à l'isolation. Il y a également des mouvements thermiques importants qui sont à attendre au niveau de la forme de pente, qui risquent donc de se fissurer, mais également de provoquer la fissuration de l'étanchéité qui se situe au-dessus. C'est donc également une composition de toiture à éviter. Une troisième composition de toiture techniquement inacceptable est la toiture froide. C'est une toiture assez ancienne qui se présente comme ceci. On voit donc un support en bois partiellement rempli d'isolation et ventilé par des ouvertures, donc par de l'air extérieur. On a déjà les inconvénients liés au fait que l'isolation se trouve sous le support dont j'ai parlé précédemment. On a une présence de lames d'air ventilées. Cette lame d'air ventilée a initialement été prévue pour sécher de l'éventuelle humidité qui serait enfermée dans le complexe de toiture, mais s'est révélée inefficace pour plusieurs raisons. D'abord parce que cette ventilation n'est jamais suffisante pour permettre le séchage de l'humidité. Ensuite parce que la température du support d'étanchéité est parfois fortement inférieure à la température de l'air extérieur. On va donc au contraire observer une condensation de l'air extérieur au droit de l'étanchéité. Par ailleurs, la condensation interne se produit en période froide et justement durant ces périodes froides, l'air qui est froid peut contenir très peu d'humidité, il a donc un pouvoir séchant faible. La ventilation par de l'air extérieur crée également des sous-pressions dans le complexe de toiture qui vont augmenter le risque d'aspiration de l'air intérieur chaud et humide via les fuites éventuelles et donc provoquer une condensation. Même si on supprime cette ventilation, si on obture les ouvertures, la présence de cette couche d'air au-dessus de l'isolation crée toujours un risque de circulation d'air et donc on ne résout pas forcément le problème. Et donc tous ces risques d'humidité et de condensation entraînent des conséquences telles que le pourrissement du plancher, la dégradation de l'isolant, le gel de matériaux, etc.
Voici quelques photos qui illustrent ce type de dégâts que l'on peut observer en toiture froide, donc une composition tout à fait déconseillée également. Je vais maintenant décrire la troisième catégorie de compositions de toiture qui sont des compositions qui nécessitent une attention particulière. Je commencerai par décrire le cas d'une toiture où l'isolation se situe en partie au-dessus et en partie en dessous du support, comme on peut le voir sur ce schéma avec un support en bois. Donc, on a vu précédemment que le pare-vapeur se situe toujours du côté chaud, c'est-à-dire que théoriquement, il devrait se situer en dessous du support. Mais on a vu également que la mise en œuvre du pare-vapeur sous le support est très difficile à réaliser et présente beaucoup d'inconvénients. On va donc plutôt poser le pare-vapeur au-dessus du support en bois pour pouvoir l'appliquer correctement sur un support continu. On n'est donc plus tout à fait du côté chaud de l'isolation. La température va diminuer donc par rapport à la température intérieure. Il faudra donc s'assurer d'avoir une résistance thermique suffisante au-dessus du support. Et pour ce faire, il existe une petite règle empirique qui prévoit donc de poser une isolation dont la résistance thermique au-dessus du support est 1,5 fois supérieure à celle en dessous du support. Cette composition de toiture particulière fait l'objet d'une infofiche, l'infofiche numéro 26, que vous pouvez également trouver sur notre site web. Voici une seconde composition de toiture qui nécessite une attention particulière, c'est la toiture compacte. Voici comment elle se présente. On a donc la présence d'isolation entre le pare-vapeur et le support de l'étanchéité, donc entre les poutres de la structure en bois. Ça ressemble à la toiture froide dont je viens de parler, mais l'espace est complètement rempli d'isolation et n'est pas ventilé par de l'air extérieur. Cette composition de toiture est décrite en détail dans un dossier du CSTC qui a été publié en 2012, que vous pouvez également retrouver dans nos publications. C'est une composition relativement récente qui est apparue parce qu'elle présente un certain nombre d'avantages. Par exemple, le fait que l'isolation est soumise à moins d'exigences mécaniques puisqu'elle vient en remplissage. La continuité de l'étanchéité à l'air entre les murs et les toitures est plus aisée à réaliser par rapport à une toiture chaude classique sur support en bois. Et on utilise également l'espace entre les poutres qui est perdu autrement. Dans ce cas, on utilise non pas un pare-vapeur classique, mais un frein-vapeur intelligent ou hygrovariable. De quoi s'agit-il? C'est en fait une membrane dont les caractéristiques de résistance à la diffusion de vapeur d'eau varient en fonction des conditions environnantes. C'est-à-dire que sa résistance à la diffusion de vapeur d'eau va augmenter en hiver pour éviter que de l'humidité s'introduise dans le complexe de toiture. Par contre, en été, sa résistance à la diffusion de vapeur d'eau va diminuer. On va donc avoir une membrane plus ouverte qui laisse passer l'humidité et qui permet donc le séchage de l'humidité éventuellement présente dans le complexe de toiture. Pour qu'une toiture compacte fonctionne correctement, il faut éviter d'enfermer l'humidité dans le complexe de toiture. Il y a donc un grand nombre de conditions qui doivent être respectées durant mais aussi après les travaux. Tout d'abord, limiter l'humidité du bois. On conseille maximum 18% d'humidité pour le support en bois. Ensuite, prévoir donc non pas un pare-vapeur, mais un frein-vapeur intelligent hygrovariable. Poser ce frein-vapeur rapidement après l'isolation, donc éviter que l'isolation soit exposée aux intempéries éventuelles. S'assurer d'une bonne étanchéité à l'air, donc d'une bonne réalisation du frein à vapeur et la faire tester au moyen d'un test de pressurisation. Éviter l'ombragement de la toiture, donc s'assurer donc de permettre le séchage par l'ensoleillement en été et donc éviter par exemple la présence d'arbres ou de bâtiments plus élevés aux environs de la toiture.
Pour les mêmes raisons, évitez également la présence d'une toiture verte sur la toiture compacte. Prévoir une étanchéité de couleur foncée, à nouveau pour favoriser l'ensoleillement, l'échauffement et donc le séchage de la toiture en été. La pente doit être supérieure à 2%. C'est d'autant plus important pour éviter la stagnation d'eau qui également pourrait entraver l'échauffement de la toiture qui permet le séchage en été. Limiter la production d'humidité à l'intérieur du bâtiment. Donc cette toiture n'est pas appropriée lorsqu'on a une forte production d'humidité dans le bâtiment. Prévoir une finition intérieure suffisamment perméable à la vapeur d'eau également, donc pour permettre ce transfert d'humidité et le séchage en été. Et enfin, prévoir également un isolant suffisamment fibreux et perméable pour permettre ces mouvements d'humidité. Pour illustrer l'importance de toutes ces conditions, je vais vous décrire un cas de pathologie auquel nous avons été confrontés. Il s'agit d'une maison isolée à l'aide de ballots de paille. La toiture, de bas en haut, se compose d'une finition en plaque de plâtre, d'un frein à vapeur hygrovariable, de ballots de paille posés entre les poutres préfabriquées, 40 cm, de panneaux ESB, d'une membrane EPDM collée et puis d'une toiture verte qui n'a pas encore été posée mais qui est prévue. Au moment de la pose de la toiture verte, on observe une flexion importante du support d'étanchéité, mais on n'observe pas de taches d'humidité ou d'infiltration. Lors d'une visite du bâtiment, les conditions intérieures ont été mesurées au moyen d'un thermohygromètre, donc température et humidité relative, et on peut observer des conditions assez sévères, température relativement faible et humidité élevée. On voit également du linge qui sèche, on voit un peu de condensation sur le vitrage. Lorsqu'on réalise un sondage dans la toiture, on peut voir une humidité importante du support d'étanchéité, mais aussi des dégâts aux 7 cm supérieurs de la couche de paille, qui est plus foncée. On voit un peu de moisissure et également de l'humidité sur le support en OSB. Si on reprend toutes les conditions dont j'ai parlé précédemment et qu'on les examine une par une, la première pose déjà question. On n'est pas certain que l'humidité du bois soit effectivement limitée comme c'est recommandé. On a bien la présence d'un frein à vapeur intelligent. On sait que le frein à vapeur n'a pas été posé immédiatement après l'isolation. Certains jours se sont écoulés entre les deux. L'étanchéité à l'air a été testée et est satisfaisante. Il n'y a pas d'arbres ou de bâtiments élevés qui provoquent de l'ombrage sur la toiture, pas encore de toiture verte. On a bien une étanchéité EPDM foncée, la pente est nettement supérieure à 2%. On n'a pas réellement un milieu humide, même si les conditions sont un peu plus sévères, on n'est pas en classe 4. La finition en plâtre est bien perméable à la vapeur. L'isolation en ballot de paille est relativement fibreuse et perméable, mais peut être sensible à l'humidité. Donc sur les 11 conditions, 8 sont remplies. 2 posent question et une n'est pas remplie. Et on a pu observer assez rapidement des dégâts importants. D'où l'importance vraiment de toutes ces conditions. Et c'est pour ça que la conception et la réalisation de toitures compactes requiert une compétence et une approche vraiment spécifiques. On déconseille de le généraliser. Une toiture chaude ou une toiture inversée continue à offrir une meilleure garantie contre les problèmes d'humidité. Voici une autre composition de toiture qui nécessite une attention particulière. C'est le cas d'une toiture où la forme de pente est réalisée au moyen d'un mortier isolant et de panneaux d'isolation intégrés. On a donc un mortier à base de ciment et de granulats isolants de type polystyrène ou vermiculite expansé. Ce mortier sera posé en dessous, entre et au-dessus de panneaux d'isolation, généralement en polystyrène expansé.
On va donc, avec ce mortier, introduire de l'humidité de construction. C'est donc primordial de prévoir un séchage suffisant et une pause par temps sec pour limiter cette humidité de construction. Le temps de séchage nécessaire sera généralement très long, en particulier si un pare-vapeur est nécessaire, puisque la forme de pente sera enfermée entre le pare-vapeur et l'étanchéité. On va donc généralement réserver ce type de système au cas où un pare-vapeur n'est pas nécessaire. On a également un certain risque d'endommagement par le gel-dégel de ce type de matériaux, en particulier la couche qui se situe au-dessus des panneaux d'isolation. C'est un système spécifique et on conseille toujours de voir la documentation technique du fabricant. Voici une dernière composition de toiture particulière qui est le cas d'une toiture d'une cellule frigorifique. Par rapport à une toiture chaude, on se situe dans une situation inversée, puisque le côté intérieur ne sera plus le côté chaud, mais sera plutôt le côté froid, puisque la température intérieure sera la plupart du temps inférieure à la température extérieure. Le transfert de vapeur se fait donc dans le sens opposé, c'est-à-dire plutôt du haut vers le bas, de l'extérieur vers l'intérieur. Le pare-vapeur va donc se situer non plus à l'intérieur, mais du côté extérieur du complexe toiture. Ce qui est délicat, c'est d'assurer la continuité de l'étanchéité à l'air entre la toiture, puisque l'étanchéité à l'air se fait au-dessus, à l'extérieur, et les parois du bâtiment. Dès qu'on a une fuite d'air, comme on peut le voir sur cette photo, l'air extérieur qui sera plus chaud et donc généralement plus humide va directement se condenser en glace. On va donc s'assurer d'une sécurité supplémentaire par rapport à l'étanchéité et on conseille plutôt une étanchéité bicouche que monocouche. C'est un système très spécifique qui est également généralement réservé à des spécialistes. Voici qui clôture la première partie de ce cours d'hiver. Vous pouvez également retrouver sur notre site web un webinaire au sujet des compositions de toitures plates. Je vous remercie pour votre attention et vous retrouve pour la deuxième partie.